Mon mari avait disparu depuis 5 ans. Je suis resté derrière, m'occupant de ma belle-mère souffrante, gardant l'espoir qu'il était toujours en vie et qu'il reviendrait. Mais un jour, je suis rentré tôt à la maison et j'ai vu une femme. C'est le son de sa voix qui m'a figé sur place. Je venais de refermer le portail de fer derrière moi, les bras chargés d'épicerie, mes bottes crissant sur le chemin de gravier qui menait du domaine au bois. Le soleil de fin d'après-midi était chaud, mais l'air portait encore le mordant du début du printemps. Et puis je l'ai entendu, un murmure doux et rauque venant d'au-delà des pins. Elena. Mon cœur a bondi si violemment qu'il m'a semblé me meurtrir les côtes. Je me suis figé, manquant de laisser tomber le sac de pommes que je tenais. Cela faisait 5 ans que je n'avais pas entendu cette voix. Pas une seule fois, ni dans mes rêves, ni dans mes archives de messagerie vocale, ni même dans mes pires moments de désir ou de désespoir. Caleb était parti, présumé mort. Et pourtant, je me suis tourné vers le son comme une femme possédée. Mais ce moment, où j'étais là, abasourdi sous la lumière orange, me demandant si mon esprit n'avait pas finalement cédé. Ce n'était pas le début. Pas vraiment. Le début était plus calme, plus lent. Le genre de début qui vous rattrape pendant que vous prétendez aller bien. Je m'appelle Elena Moore. J'avais 31 ans lorsque ce moment est arrivé. Lorsque mon mari décédé est revenu de nulle part et a rouvert des plaies que j'avais passé des années à recoudre. Après la disparition de Caleb, je suis resté. Je suis resté dans la petite ferme à l'extérieur de la vallée de Willilamette qu'il avait héritée de son grand-père. J'ai entretenu le jardin. J'ai payé les factures. J'ai pris soin de sa mère, Eleanor, qui avait eu un léger AVC l'année suivant sa disparition. Elle et moi, nous nous sommes accrochés l'une à l'autre comme deux femmes sur un radeau, refusant de nous noyer dans une mer de questions sans réponse. La ville murmurait, bien sûr, ils le font toujours. Peut-être qu'il s'est enfui. Peut-être qu'il a trompé et est parti. Peut-être qu'elle en sait plus qu'elle ne le dit. Mais Eleanor ne m'a jamais blâmé. Elle me prenait le visage dans ses mains fines et disait, « Il est toujours là dehors, bébé. » Je le sens dans mes os. Alors j'ai travaillé. J'ai cuisiné. J'ai pris soin. Et j'ai attendu. Pas activement. Pas d'une manière naïve et désespérée, mais comme un soldat attend la paix. Tranquillement. Il y a 2 ans, j'ai accepté un emploi de gouvernante dans une propriété privée appartenant à Madame Rebecca Linwood, une femme riche et discrète à qui mon passé ne posait aucun problème tant que j'étais efficace, invisible et que je pouvais coudre comme par magie. J'y portais 3 casquettes, femme de chambre, couturière et parfois assistante personnelle. Le paiement était sous la table, mais généreux. Pas d'avantages sociaux, pas de sécurité, juste de l'argent liquide, de la confiance et du silence. Chaque matin, je quittais la maison à 7 heures, je marchais 15 minutes jusqu'à l'arrêt de bus, puis je prenais le bus dans les collines jusqu'à la propriété des Linwood, nichée entre les vignobles et les conifères. Après mon quart, je rentrais à la maison, préparais le dîner, préparais les médicaments d'Eleanor, et peut-être si je n'étais pas trop épuisé, je lisais quelques pages du roman d'amour qu'elle avait sous la main. Je n'avais pas de vie. Pas vraiment, mais j'avais une routine. Et parfois, la routine suffit à vous empêcher de vous effondrer. Cet après-midi-là avait été comme tous les autres. J'avais fini tôt, j'avais récupéré des provisions à la coopérative locale, et j'avais décidé de rentrer par la route panoramique à travers les bois puisque l'air était doux et les routes sèches. J'étais à mi-chemin du sentier quand je l'ai entendu. Elena, le son est revenu. Bas, rauque, comme quelqu'un qui essaie de se souvenir comment parler. Je me suis retourné, juste derrière la lisière des arbres, dans la lumière filtrée du soleil couchant, se tenait un homme, mince, décoiffé. Ses cheveux plus longs que je ne m'en souvenais, son visage émacié, ses vêtements sales. Mais c'était lui, Caleb. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas respiré. Mon corps avait oublié comment faire. Tout ce que je pouvais faire, c'était le regarder fixement pendant que chaque cellule de mon corps criait, « Il est réel. Il est là. Il est revenu. » Mais ensuite vint la deuxième pensée, la plus calme. Pourquoi maintenant? Et pourquoi me regarde-t-il comme si j'étais une étrangère? Je n'ai pas couru vers lui. Je ne pouvais pas. Mes jambes étaient enracinées au sol de la forêt, comme les arbres couverts de mousse autour de nous. J'ai dû avoir l'air folle. Les sacs d'épicerie pendant à mes bras, la bouche entr'ouverte,
des larmes jaillissant dans mes yeux avant même que je ne réalise qu'elles étaient là. Il a fait un pas lent en avant, comme s'il craignait que je ne disparaisse s'il bougeait trop vite. Ses yeux scrutaient mon visage comme s'il essayait de s'en souvenir. « Alena » a-t-il dit encore, comme si c'était le seul mot dont il se souvenait. Le son de mon nom dans sa voix, cela a brisé quelque chose. J'ai lâché le sac, les pommes roulant dans les broussailles et j'ai titubé en avant. Je n'étais pas gracieuse. Je m'en fichais. J'ai comblé la distance entre nous et me suis jeté dans ses bras. Il ne m'a pas repoussé, mais il ne m'a pas non plus vraiment tenu. Ses bras ont plané un instant avant de se poser maladroitement autour de ma taille, comme s'il avait oublié comment tenir quelqu'un qu'il aimait. « Où étais-tu » J'ai halté contre sa poitrine. « Sais-tu ce que tu nous as fait ? Sais-tu même quel jour nous sommes » Il n'a pas répondu. Il a juste murmuré, « Rentrons à la maison, s'il te plaît. » Alors je l'ai ramené. Nous avons marché en silence sur le chemin de gravier, passé les haies que j'avais taillées, le hangar que j'avais peint, le portail en bois que j'avais réparé avec Eleanor l'été dernier. Tout semblait irréel. Je ne cessais de le regarder, craignant qu'il ne disparaisse à nouveau, mais il ne l'a pas fait. Lorsque nous avons atteint le porche, j'ai poussé la porte moustiquaire et j'ai appelé « Eleanor, maman, il faut que vous sortiez. » Eleanor venait de finir de plier le linge dans la cuisine. Elle est entrée dans le couloir, s'essuyant les mains sur une serviette, ses fins cheveux blancs tirés en un chignon net. Elle l'a vu et s'est figée. La serviette est tombée par terre. Ses lèvres tremblaient. Caleb. Il a hoché la tête une seule fois. Elle a cherché le mur pour se soutenir. Je te croyais mort. Je t'ai enterré 1000 fois dans mon esprit. N'ose pas entrer ici à moins d'être réel. Je suis réel, maman, a-t-il dit, et cette fois sa voix s'est brisée. Elle a poussé un cri étranglé et s'est précipitée vers lui, ses bras frêles se sont enroulés autour de son cou. Il a enfoui son visage dans son épaule comme un enfant, et pour la première fois depuis son retour, je l'ai vu pleurer. Je me suis écarté, les laissant avoir leur moment. Je regardais depuis le seuil comme une étrangère dans ma propre maison. Plus tard, après que les larmes, les questions et l'incrédulité se soient dissipées dans un silence stupéfait, nous nous sommes assis autour de la table du dîner. Caleb picorait la soupe que j'avais faite. Il n'avait rien demandé, mangeant simplement lentement, mécaniquement, comme si la nourriture lui était inconnue. Eleanor le regardait comme une faucon, clignant à peine des yeux. Je ne pouvais pas m'empêcher de passer d'un regard à l'autre, me demandant lequel de nous oserait poser la question en premier. J'ai finalement brisé le silence. « Où étais-tu, Caleb ? Qu'est-il arrivé ?» Il m'a alors regardé pour de bon. Ses yeux se sont verrouillés sur les miens, et quelque chose a vacillé là. La culpabilité, peut-être, ou le regret. « Je vais tout vous dire » a-t-il dit doucement. « Mais pas ce soir. Je ne suis pas prêt. » Cela aurait dû être un signal d'alarme, mais j'étais trop épuisé pour insister, trop désespéré pour croire que ce n'était pas un rêve. J'ai débarrassé la table. J'ai couché Eleanor. J'ai préparé des serviettes propres pour Caleb et j'ai installé la chambre d'amis, même si nous savions tous les deux que c'était sa chambre auparavant. Quand je me suis finalement glissé dans mon lit, la poitrine serrée par 1000 questions, j'ai éteint la lumière et j'ai murmuré dans le noir. Il est revenu. Il est vraiment revenu. Mais même en disant cela, je pouvais le sentir. Cette chose calme et rongeante en moi. Quelque chose n'allait pas. Il lui a fallu 2 jours pour me le dire. 2 jours de regards furtifs, de conversations superficielles et de longs silences entre 2 gorgées de café. Caleb passait la plupart de son temps assis sur le porche avec une couverture sur les épaules, fixant les arbres. Eleanor rôdait autour de lui comme un fantôme, effrayée de le toucher, effrayée de le laisser partir. Le 3e soir, je lui ai tendu une tasse de thé et je me suis assise en face de lui dans le salon. Le poêle à bois crépitait, projetant des éclats orange sur les murs. Dehors, la vallée était déjà enveloppée de brouillard, et tout semblait appartenir à un autre monde. « Parle-moi » ai-je dit doucement. « J'ai besoin de savoir où tu étais, même si ça fait mal, surtout si ça fait mal. » Il ne m'a pas regardé tout de suite, mais ensuite il a hoché lentement la tête, comme s'il se rendait à quelque chose qui le poursuivait depuis des années. « Ça a commencé au travail » a-t-il dit. « Tu te souviens de la société de logistique ? Les choses s'effondraient,
de gros envois disparaissaient, les clients retiraient leur contrat. Le propriétaire pensait que quelqu'un divulguait les itinéraires ou volait des stocks. Je me souvenais qu'il rentrait tendu tous les soirs, se frottant les tempes, marmonnant des erreurs qui n'étaient pas les siennes. Puis un jour, a-t-il poursuivi, mon patron m'a dit de rencontrer un camion de livraison à un endroit différent. Il a dit que c'était plus sûr. Il m'a donné une adresse près de l'ancienne zone industrielle, sur la route 22. J'ai senti mon estomac se serrer, celle derrière les enclos à grillage. Il a hoché la tête. J'aurais dû savoir, mais je ne voulais pas perdre mon emploi, alors j'y suis allé. C'était en fin d'après-midi. Ensoleillé, je m'en souviens clairement car le soleil me blindait les yeux quand quelqu'un m'a frappé par derrière. J'ai fermé les yeux, respirant lentement, mon cœur battant comme si j'étais celle qui était attaquée. Quand je me suis réveillé, Caleb a murmuré, j'étais à l'arrière d'un camion. Mes mains étaient attachées. J'avais l'impression que ma tête avait été ouverte en deux. Il m'avait probablement drogué aussi. Tout était flou. Je ne pouvais pas réfléchir correctement. Il s'est arrêté, ses doigts tremblants autour de la tasse. J'ai tendu la main et lui ai pris la main, et cette fois il n'a pas retiré la sienne. Ils m'ont emmené dans un camp. Je ne sais pas où. Quelque part loin, reculé. Pas de signal de téléphone portable, pas de bruit de circulation, rien. Juste des arbres, des clôtures, du fil barbelé. C'était entouré de tunnels de serre comme une pépinière, mais pas du genre que les gens visitent le dimanche. Il a expiré bruyamment, les yeux dans le vide. Ils m'ont dit que je devais de l'argent, que je devais le rembourser par le travail. Ils n'ont pas dit combien de temps. Ils n'ont rien expliqué, juste des uniformes, des ordres, des rations alimentaires et des règles. Je voulais l'interrompre, lui demander qui ils étaient, pourquoi lui, mais je savais que les réponses n'aideraient pas, alors je les laissais continuer. Il y avait d'autres personnes, des hommes, des femmes. Certains y étaient depuis des années. Ils appelaient ça la ferme. On n'avait pas le droit de parler beaucoup, mais j'ai rencontré une fille, Sierra. Ce nom m'a frappé comme de la glace dans la colonne vertébrale. J'ai essayé de ne pas réagir. J'ai échoué. Elle était jeune, à peine 20 ans, incroyablement naïve, mais intelligente. Elle n'était pas comme les autres. Elle remarquait des choses. Elle avait compris les horaires des gardes, regardait où ils gardaient les téléphones. Ma gorge était sèche. Elle t'a aidé à t'échapper. Il a secoué la tête. Elle nous a tous aidés à nous échapper, mais pas directement. Un jour, en distrayant un des gardes, elle lui a volé son téléphone et a envoyé un seul message à son père. Il s'avère qu'il est médecin, un homme puissant avec des contacts. Il a tout fait avec toutes les agences imaginables. 3 jours plus tard, ils ont fait une descente sur les lieux. Et toi? J'étais dans la serre. J'ai vu les fourgons arriver. Les hommes en noir prendre d'assaut les bâtiments. Je n'ai pas bougé. Je n'ai fait que regarder. Puis Sierra m'a attrapé la main et m'a tiré vers une voiture que je ne reconnaissais pas. Son père était à l'intérieur. J'ai essayé de garder ma voix égale. Alors c'est là que tu étais avec elle. Non, a-t-il dit rapidement. Ils m'ont proposé un endroit où loger pendant que l'enquête était en cours. Mais je leur ai dit que je voulais rentrer chez vous et chez maman. Je voulais le croire. Je voulais. Mais il y avait quelque chose dans sa voix qui ne sonnait pas juste. Elle a tout risqué, a-t-il ajouté doucement. Si ce n'était pas pour elle, je serais toujours là. J'ai dit d'une voix calme. J'ai dit que je devais m'occuper du linge. Attends, dit-il en se levant trop vite. Ne pars pas. S'il te plaît. Je ne t'ai pas dit tout ça pour te repousser. Je l'ai regardé. L'homme que j'avais pleuré. L'homme pour lequel j'avais attendu. Il était là, mais des morceaux de lui étaient encore manquants. Et je n'étais pas sûr s'il reviendrait un jour. Quelque chose a changé après qu'il m'ait tout dit, pas comme je m'y attendais. Je pensais qu'il se sentirait plus proche de lui, soulagé, comme si la vérité effacerait la distance entre nous, mais au lieu de cela, cela n'a fait que rendre le silence plus fort. Dans les jours qui ont suivi, Caleb est resté. Il mangeait avec nous, aidait aux travaux de jardinage, s'asseyait même à côté de moi sur la balancelle du porche le soir. Mais il y avait une quiétude en lui,
Une sorte de vide qui le faisait se sentir absent, même quand il était juste devant moi. Il ne me touchait pas comme avant. Il ne me disait pas bonne nuit. Si je posais ma tête sur son épaule, il se raidissait comme si je l'avais pris au dépourvu. Je me disais qu'il était traumatisé, qu'il avait besoin de temps, que l'amour pouvait attendre. Mais au fond de moi, je savais déjà que l'homme pour lequel j'avais attendu n'était pas le même homme qui était revenu. Tout s'est effondré le week-end suivant. Je venais de rentrer du domaine des Linwood, encore en chaussures de travail, quand je les ai vus. 2 véhicules inconnus garés près de la clôture. Des SUV brillants et sombres qui n'appartenaient à personne dans le coin. J'ai senti mon estomac se retourner. À l'intérieur de la maison, des rires venaient de la salle à manger, doux, aisés, comme s'il s'agissait d'un rassemblement familial. Pendant un instant, j'ai pensé qu'Eleanor avait de la compagnie. Peut-être que Logan et tante Nancy étaient passés. Mais quand je suis entré, je me suis figé. Assise à notre table se trouvait une jeune fille, belle, aux cheveux blonds noués en une tresse lâche sur une épaule. Elle tenait la main de Caleb. À côté d'elle était assis un couple, élégant, bien habillé, visiblement riche. Ses parents et Caleb. Ils ne me regardaient pas. Ils la regardaient. Je n'ai rien dit. Je suis juste resté là, dans l'embrasure de la porte, à regarder tout cela se dérouler. Eleanor s'est retournée et m'a vu. Elena, ma chérie, je pensais que tu travaillais tard. Sa voix tremblait juste un peu. J'ai souri d'un air guindé. Visiblement pas assez tard. Caleb a finalement levé les yeux. Viens, je veux te présenter quelqu'un. Il l'a dit comme si nous étions des étrangers, comme si j'étais une invitée dans ma propre vie. Voici Sierra, a-t-il poursuivi. Et voici ses parents, Dr Charles Collins et Madame Helen Collins. Ce sont eux qui nous ont aidés à nous sauver. Sierra m'a souri avec toute l'aisance d'une femme qui savait qu'elle appartenait. J'ai hoché la tête en retour, engourdi. Je ne me souviens pas m'être assise. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Tout ce dont je me souviens, c'est de l'avoir vu caresser doucement le bras de Caleb en racontant l'histoire de leur évasion. Comment il l'avait protégée, comment il l'avait fait rire. Même en enfer, elle n'était pas cruelle. Elle était honnête. Et cette honnêteté blessait plus profondément que n'importe quel mensonge. Quand un silence s'est installé à table, j'ai regardé Caleb droit dans les yeux. Veux-tu un divorce? Les mots n'ont pas tremblé. Ils ont simplement atterri. Il n'a pas sourcillé. Il avait l'air triste, peut-être désolé, mais pas surpris. Je ne veux pas te blesser, a-t-il dit. Mais je pense que ce serait pire de continuer à prétendre. J'ai hoché lentement la tête. D'accord. Sierra a baissé les yeux sur ses mains. Ses parents ont échangé un regard. Eleanor n'a rien dit. Et ainsi, j'ai su que l'homme que j'avais aimé, l'homme pour lequel j'avais attendu, n'était plus à moi. Je me suis levé, j'ai souri poliment, et j'ai dit, excusez-moi, je vais commencer à préparer les documents médicaux de maman pour la clinique puisque vous allez tous y aller ensemble. Je me suis détourné avant que quiconque ne voie les larmes, mais elles sont venues quand même, non pas parce qu'il était parti, mais parce qu'il n'était jamais vraiment revenu. Les jours qui ont suivi ont été une leçon magistrale d'humiliation silencieuse. Caleb n'a pas déménagé. Pas tout de suite. Il est resté dans la chambre d'amis. Sierra et ses parents venaient et repartaient, toujours polis, toujours souriants, parlant toujours à Eleanor de ces tons doux et professionnels qui enveloppaient la cruauté dans de la soie. Ils ont proposé de déménager Caleb et Eleanor dans un établissement médical privé en dehors de Gênes. Ils ont dit qu'ils couvriraient tout, les tests, la réadaptation, même un bilan de santé complet pour Caleb, juste pour être sûr qu'il n'avait rien développé en captivité. Eleanor avait l'air dépassée mais reconnaissante. Caleb avait l'air obéissant, comme quelqu'un qu'on déplace sur un échiquier sans beaucoup de choix. Moi. J'ai fait des copies des papiers d'assurance. J'ai pris rendez-vous. J'ai étiqueté ses médicaments et j'ai emballé ses affaires dans une élégante valise à roulettes. J'ai gardé ma voix égale. J'ai souri. Je n'ai pas pleuré. Pas devant eux. Sierra m'a suivi dans la cuisine un après-midi. Elle avait enlevé ses chaussures et marchait pieds nus comme si elle appartenait à cet endroit. Elle s'est appuyée contre le comptoir, tenant un verre d'eau, me regardant empiler des formulaires médicaux. Tu es vraiment organisée, dit-elle.
Je ne pourrais jamais suivre tout ça. J'ai hoché la tête. Il fallait bien que quelqu'un le fasse. Elle a hésité, puis a ajouté. J'espère que tu ne me détestes pas. Je l'ai regardé. Son visage était si ouvert. Si jeune. Je ne te déteste pas, ai-je dit, mais j'aimerais que tu quittes la cuisine maintenant. Elle a cligné des yeux, surprise, puis a reculé et est partie sans un mot. Ce soir-là, je me suis assise avec Eleanor pendant qu'elle buvait son thé. Elle avait l'air plus vieille que je ne l'avais jamais vue. Ses mains tremblaient. Ses yeux étaient rouges. Ma chérie, dit-elle, je suis désolée. Je sais que c'est mal. Je sais à quoi ça ressemble. Mais Caleb, c'est mon fils et je ne peux pas le jeter dehors. J'ai hoché la tête. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Je comprends. Non, dit-elle fermement, me prenant la main. Tu ne comprends pas car si j'étais plus courageuse, je leur dirais à tous de partir. Je dirais à Caleb de se réveiller. Mais je suis fatiguée. Et je pense qu'une partie de moi est simplement soulagée qu'il soit en vie. Sa voix s'est brisée. Je ne pensais jamais le revoir. Je sais, ai-je murmuré. Elle m'a regardé avec tellement de culpabilité que j'ai dû détourner le regard. Je ne te demande pas de me pardonner, dit-elle. Mais si tu as besoin de temps, si tu as besoin de rester encore un peu, cette maison est toujours à toi. J'ai souri d'un air doux et fatigué. Je resterai jusqu'à ce que je trouve quelque chose. Je ne te laisserai pas seul. Tu n'es pas seul non plus, dit-elle. Du moins, j'espère pas. Le lendemain matin, j'ai fait mon sac et j'ai conduit jusqu'à mon ancien appartement à la périphérie de la ville, celui où Caleb et moi avions vécu pendant notre première année de mariage. Il avait été loué depuis, mais les locataires venaient de déménager. Ma tante Nancy s'en occupait pour moi pendant mon absence. Je suis entré dans l'espace vide avec son linoléum fissuré et ses rideaux délavés et j'ai senti mes genoux fléchir. Je n'étais plus sa femme. Je ne faisais même plus partie de son avenir, mais j'étais toujours debout. Et d'une manière ou d'une autre, cela devait compter pour quelque chose. L'appartement sentait la poussière et la peinture résiduelle, mais il était à moi. Nancy et Logan sont arrivés 2 heures après mon appel. Elle a apporté des sacs de linge, et Logan est venu avec une camionnette pleine de meubles d'occasion. En 1 heure, ma cuisine avait de nouveau une table. Mon lit avait des draps propres. Il y avait même de petites herbes en pot sur le rebord de la fenêtre, basilic, romarin et menthe. Je n'avais rien demandé de tout cela, mais ils sont venus quand même. Ce soir-là, nous avons mangé des plats à emporter par terre et bu du vin dans des tasses dépareillées. Ce n'était pas une célébration, mais ce n'était pas le matin non plus. « Tu vas aller bien ici ?» a demandé Logan, jetant un coup d'œil à l'endroit comme s'il mesurait mentalement toutes les façons dont il pourrait être amélioré. J'ai hoché la tête. Ce n'est pas parfait, mais j'ai besoin d'espace. Nancy a souri avec compréhension. Parfois, la guérison commence par des mètres carrés. Quelqu'un a frappé à la porte vers 8 heures. Logan est allé ouvrir. Et j'ai entendu sa voix changer. Amicale mais curieuse. Daniel, a-t-il appelé. Elena, tu te souviens de mon ami Daniel, n'est-ce pas? Oui, à peine. Daniel était au lycée avec Logan. Il travaillait maintenant en ville comme menuisier. Il conduisait un vieux camion bleu avec des sièges décolorés par le soleil et un chien qui ne quittait jamais son siège passager. Il est entré avec un petit sac d'outils dans une main et un plat Tupperware dans l'autre. J'ai pensé que tu aurais besoin de tringles à rideaux et que tu n'avais probablement pas mangé un repas décent depuis 1 semaine. J'ai cligné des yeux. Comment as-tu su? Il a souri doucement. Tout le monde parle, mais je n'écoute que si c'est quelqu'un à qui je tiens. Nancy a levé les sourcils vers moi de cette manière subtile de marieuse que seule une tante du Sud pouvait réussir. Je l'ai ignoré. Daniel n'est pas resté longtemps. Il a aidé à accrocher un rideau, à réparer un tiroir, et m'a donné un sourire qui n'attendait rien. C'était simplement gentil. Après son départ, Logan s'est penché. Il t'aime bien. J'ai secoué la tête. Ne commence pas. Pas de pression, a dit Nancy en sirotant son vin. Mais ça ne te tuerait pas de laisser quelqu'un être gentil avec toi pour une fois. Je n'ai pas répondu. Je n'étais pas prête. Mais cette nuit-là,
alors que je m'allongeais dans mon vieux lit dans une nouvelle version de ma vie, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas pensé à Caleb une seule fois au cours de la dernière heure, et cela ressemblait à un progrès. Le lendemain matin, j'ai appelé Madame Linwood pour lui faire savoir que je ne reviendrais pas à temps plein. Elle était déçue, mais compréhensive. « Tu as toujours été trop brillante pour le couloir du fond, dit-elle. Si jamais tu as besoin de travaux de couture supplémentaires, appelle-moi. Je fais plus confiance à tes mains qu'à n'importe quelle boutique du centre-ville. » Je l'ai remercié et j'ai raccroché, puis je me suis assise en silence un moment, le téléphone encore à la main. Je n'étais pas sûr de ce que j'étais encore. Ex-femme, aide-soignante, tailor, personne, mais j'étais quelque chose, et j'avançais. Cet après-midi-là, Daniel a déposé une pile de prospectus pour un cours du soir au collège communautaire. Formation d'aide-soignante, pratique, courte durée, abordable. Il n'a rien dit, l'a juste laissé sur mon perron avec une note collante qui disait « Tu fais déjà ça. Autant être payé pour ça. » J'ai ri pour la première fois depuis ce qui semblait être des années. J'ai ri à voix haute. Peut-être que le chemin du retour vers moi-même n'était pas pavé de réinventions grandioses. Peut-être qu'il était bordé de tringles à rideaux, de tupperware et de notes collantes. Les premières semaines en ville ont passé comme de l'eau entre les mains en coupe, désordonnées, rapides et impossibles à retenir. J'ai pris de petits projets de couture de la part de connaissances de Madame Linwood, ourlet de jupes chères, réparation de chemisiers vintage, restauration de linge antique qui sentait la naphtaline et le vieux parfum. J'ai travaillé à la table de la cuisine avec la radio qui bourdonnait en fond sonore et la brise de ma petite fenêtre apportant l'odeur du pavé trempé par la pluie. C'était calme, parfois solitaire, mais pas douloureux. Je me suis inscrite au cours de soins infirmiers, 3 soirs par semaine pendant des heures. C'était étrange d'être de retour dans une salle de classe, entourée de femmes plus jeunes que moi et plus âgées que moi, et d'autres comme moi. Des gens qui avaient trop vécu, trop perdu, et qui se présentaient quand même. Nous avons pratiqué les injections sur des bras factices. Nous avons appris à mesurer les signes vitaux, à retourner les patients en toute sécurité, à nettoyer les plaies, et j'ai réalisé quelque chose. J'avais déjà fait la plupart de ces choses. Je l'avais fait pour Eleanor pendant des années, silencieusement, invisiblement, sans salaire ni applaudissement. Maintenant, je le ferai avec intention, avec fierté. Eleanor appelait parfois. Elle disait que Caleb allait bien. La clinique était charmante. Sierra venait souvent, apportant des livres, des vitamines et de la musique douce sur son téléphone. J'ai dit que j'étais heureuse pour eux et peut-être que je l'étais un peu. Parfois, je raccrochais et je ne ressentais rien. D'autres fois, je pleurais pendant 10 minutes sans savoir pourquoi. Mais ensuite, je me faisais du thé, retournais à ma machine à coudre et terminais le travail qui m'attendait. Je n'étais pas entière, mais je n'étais pas brisée non plus, juste réarrangée. Daniel passait plus souvent. Jamais trop, juste assez. Il a aidé à réparer une fuite. Il a apporté de la soupe quand j'ai attrapé un rhume. Il m'a prêté une paire de gants quand j'ai mentionné que les miens étaient trop usés. Il n'a jamais rien demandé. Ne jamais forcer. Il s'est juste présenté. Un samedi, j'ai trouvé un papier plié sur mon perron. C'était un croquis, au crayon sur du papier ligné, d'un petit porche enveloppé de guirlandes lumineuses avec une machine à coudre visible à travers la fenêtre et un chat dormant sur un coussin en dessous. Il avait juste écrit une pensée. J'ai souri si fort que mes joues me faisaient mal. Je ne l'ai pas appelé tout de suite, mais j'ai épinglé le croquis sur mon réfrigérateur. Et cette nuit-là, je me suis murmuré, ça va aller, Elena. Et c'était le cas, pour la première fois depuis 5 ans. Je ne me réveillais pas pour quelqu'un d'autre. Je ne vivais pas dans l'espace entre l'espoir et le chagrin. Je vivais juste. Tous les jours n'étaient pas magnifiques, mais aucun d'entre eux ne lui appartenait plus. Ils étaient à moi. Je l'ai revu un mardi. Je venais de terminer un examen pratique à la clinique. Mon sac à dos était lourd de manuels et ma main sentait l'antiseptique. Alors que je pénétrais dans le hall, ajustant mon manteau, je me suis figé. Il était là, Caleb. Il se tenait à côté du bureau d'enregistrement, remplissant un formulaire. Son profil était plus acéré que je ne me le rappelais, sa barbe taillée, sa posture plus droite. Et à côté de lui, Sierra, son ventre était rond sous un pull gris doux, une main posée protectrice dessus. Il ressemblait à une photo dans une brochure de salle d'attente.
entiers, intacts, attendent. Pendant une seconde terrifiante, j'ai voulu disparaître. Mais ensuite Sierra s'est retournée et m'a aperçu. Son visage s'est illuminé de surprise, puis d'hésitation. Elle a doucement poussé Caleb. Il a levé les yeux et nos regards se sont croisés. C'était silencieux, juste un instant. Puis j'ai souri, pas par douleur, pas par habitude, mais parce que je le pensais. Il a ouvert la bouche comme pour dire quelque chose, mais j'ai fait un petit signe de tête et je suis passé sans m'arrêter. Pas froide, juste terminée. Dehors, le vent était vif et plein de feuilles de fin d'automne. J'ai resserré mon écharpe et j'ai continué à marcher. Le monde ne ralentissait pas. Jamais. Mais alors, au bout de la rue, je l'ai vu, Daniel, adossé à son camion avec 2 cafés à la main et ce demi-sourire familier sur son visage. « Tu avais l'air d'avoir besoin de quelque chose de chaud », a-t-il dit, m'en tendant un. Je l'ai pris, en roulant mes doigts autour de la tasse en papier. « Tu sais toujours. » Il a haussé les épaules. « J'écoute. » Nous n'avons rien dit d'autre pendant un moment. Nous sommes restés là ensemble, laissant le moment respirer. Je ne me sentais plus comme si je me tenais dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Je ne me sentais pas comme des restes de l'histoire de quelqu'un d'autre. Je me sentais ici, présente. Je me suis tourné vers lui, ma voix basse. « Tu as déjà pensé aux secondes chances ?» Il regardait de côté tout le temps, même pour les gens qui ne pensaient jamais qu'ils en méritaient une. Sa réponse a été immédiate, surtout pour eux. Nous sommes montés dans le camion et avons conduit, nulle part d'extraordinaire, juste vers la sortie de la ville où les arbres devenaient dorés et où l'air sentait le pin. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, j'ai posé ma tête contre la fenêtre et j'ai fermé les yeux. Je ne savais pas où la vie me mènerait ensuite. Mais je savais une chose avec certitude. Je n'attendais plus. Pas Caleb, pas la conclusion, pas que quelqu'un me donne la permission. J'avais déjà survécu au pire moment. Et maintenant, j'étais libre de recommencer. Pas en tant qu'épouse de quelqu'un, pas en tant que femme qui attendait, juste en tant que moi. Elena. Et finalement, cela suffisait.